Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Dieu et remercier son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, qui m'a donné l'opportunité de servir activement mon pays en me nommant à la tête de cette honorable institution. Elle est honorable, en effet, car elle a vocation à veiller sur la dignité des personnes privées de liberté. Tâche noble que j'ai eu le privilège d'accomplir avec l'aide de Dieu et l'ensemble des équipes et partenaires qui m'ont accompagné durant mon mandat. La contribution du travail de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté à la mise en œuvre de la politique de l'État pour l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté n'est plus donc à démontrer. Il est un outil d'aide à la décision pour les autorités en ce qu'il traduit en toute objectivité et de manière responsable la situation des lieux privatifs de liberté, fait des recommandations et des propositions et donne des avis. Sur ce point, il faut reconnaître que même s'il a connu une évolution en termes de renforcement de ses moyens, notamment financiers, les défis restent. Il a en effet besoin de plus d'indépendance fonctionnelle et budgétaire pour faire mieux face aux défis actuels. C'est d'ailleurs ce que le Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, SPT, a constamment recommandé dans ses rapports de visite du Sénégal de 2012 à 2019. Renforcer le mécanisme est dès lors un impératif pour le maintien de sa notoriété, mais aussi et surtout pour lui permettre de rester l'œil objectif et responsable de l'État, pour l'accompagner dans sa politique de promotion et de protection des droits humains. L'élaboration du rapport, prévu par les dispositions de l'article 9 de la loi précitée, exige de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté de dresser chaque année un rapport annuel qu'il remet au président de la République. Le même document a été élaboré pour la période 2018-2021. Ainsi, de 2017 à 2022, l'ONPL a effectué 77 visites d'unités de gendarmerie, 69 visites d'unités de police, 67 visites d'établissements pénitentiaires, 7 visites de structures psychiatriques et 2 visites de centres fermés pour mineurs. Au titre des activités de renforcement des capacités des agents d'exécution de loi et de formation des élèves des écoles de police, de gendarmerie et de l'administration pénitentiaire, tout grade confondu, en matière de droits humains en général et de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en particulier, les 29 ateliers organisés ont permis de toucher 2117 agents, 87 magistrats ont participé aux 4 ateliers thématiques organisés sur les obstacles de la mise en œuvre des peines alternatives à l'incarcération et à l'aménagement des peines. Concernant la sensibilisation, l'information et la communication, 7 comités régionaux de développement, CRD, et 6 comités départementaux de développement, CDD, ont été tenus parallèlement à une émission télévisée et 18 émissions dans la radio communautaire pour faire connaître le mécanisme national de prévention de la torture aux populations. Toutes les visites des lieux de privation ont été suivies de rapports contenant des recommandations et propositions transmises aux autorités et qui aujourd'hui, j'en suis convaincue, ont contribué à une meilleure prise en charge des personnes privées de liberté, mais aussi des conditions de travail des agents de l'application de la loi. Cette réussite-là a été grâce à la contribution de chacun d'entre nous, mais aussi à la capacité de résilience de tout un chacun face aux difficultés auxquelles nous avons souvent été confrontés. Je leur adresse mes vifs remerciements. C'est l'occasion pour moi de remercier aussi vivement les autorités de l'administration pénitentiaire, de la gendarmerie, de la police, des eaux, forêts et chasses, de la douane, des institutions psychiatriques et celles chargées des enfants privés de liberté, pour la parfaite collaboration dont elles ont toujours fait preuve. Je reviens dans le cadre, chers invités, pour dire que cette nomination consacre la suite d'un magistrat du parquet
que je suis depuis mon entrée dans cette fonction de la magistrature. Et durant cette carrière, j'ai toujours eu à accompagner les détenus. D'abord en tant que procureur substitut et délégué du procureur, en plaçant certains d'entre eux sous mandat de dépôt et les faire juger devant les tribunaux compétents. Chemin faisant, à la Cour d'appel de Dakar, c'était une autre paire de manches. Il fallait maintenant s'intéresser à la régularité des actes de détention pris envers eux par les juridictions de base. Vous l'avez compris, devant la chambre d'accusation, on discutait tous les mardis et jeudis de la régularité des détentions, des titres de détention pris contre des détenus, soit par le canal de leurs avocats, soit par le parquet de la République lui-même qui faisait appel. Aujourd'hui, avec cette nomination comme observateur national des lieux de privation de liberté, le compagnonnage se poursuit, mais cette fois-ci pour s'occuper de leurs conditions de détention, du traitement, du mieux qu'ils doivent et peuvent avoir au niveau de ces centres de détention. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un compagnonnage qui se poursuit. Le magistrat du parquet que je suis est tout à fait à l'aise, être tout à fait à l'aise dans cette nouvelle mission, qui en réalité ne nous a jamais quittés. Parce que même en tant que procureur substitut ou délégué, on a toujours visité ces maisons de détention, appelées prisons. On a toujours eu à faire des rapports. On a toujours eu véritablement à interpeller les autorités compétentes par rapport à ces conditions. Donc le chemin se poursuit.